Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Et pendant ce temps dans le faubourg de Vyborg, dans la maison de la veuve Pshenitsina, les jours et les nuits s'écoulaient paisibles. Nul changement. Les 4 saisons se suivaient tout comme l'année précédente. La vie ne s'arrêtait pas, et si elle se renouvelait dans ses manifestations, c'était avec la lenteur des phénomènes géologiques. Ici une montagne s'effrite peu à peu, ailleurs la mer dépose du limon durant des siècles. Igoncharov, 1859, Oblomov, 4e partie, chapitre 1er dans la traduction d'Adamov. On peut imaginer que tout se trouve dans cette citation, même en restant dans son divan. D'abord les enjeux d'une meilleure connaissance des formes de terrain de la Russie à travers l'esprit de ses habitants. Ensuite une épistémologie de la géomorphologie, à partir de cette seconde moitié du XIXe siècle pendant laquelle elle est sortie du giron de la géologie, aux portes du faubourg de Vyborg à Saint-Pétersbourg. Enfin les changements d'échelle, par-dessus le temps long des grands reliefs comme les montagnes russes quand apathie le cède à l'oisiveté, ou à travers les moments plus courts du cycle de l'érosion sculptant les formes de modelé, quand Ilya Ilitch est transporté par l'amour d'Olga avant de retomber dans sa léthargie. Les enjeux géomorphologiques. Quel est le rôle du substrat sur les écosystèmes, dans un pays où le biotope est dit ne dépendre quasiment que des formations superficielles? Ne risque-t-on pas d'assimiler faussement la Russie à ses seules vastes plaines, si l'on néglige l'étude de sa structure géomorphologique? Pourquoi n'y a-t-il que 3 routes traversant le Caucase sur 600 km? L'égoïsme de Chakro ne peut-il emprunter que le chemin central? Par son appartenance au nord de la ceinture de feu, l'Extrême-Orient russe connaît-il plus ou moins de risques sismiques et volcaniques que le Japon? Le défonçage des routes russes par la GE accent aigu L-fraction est-il inéluctable? La Russie restera-t-elle dans les années à venir parmi les premiers producteurs d'hydrocarbures de la planète? Gardera-t-elle la première place mondiale d'extraction des diamants bruts, acquise en 2014, Jacques 2015? Les connaissances géomorphologiques permettent-elles d'anticiper cette évolution? Saint-Pétersbourg est-elle vraiment une ville unique? Et comment la ville de pierre est-elle devenue l'exception traditionnelle de ce pays de briques et de bois? L'UNESCO reconnaîtra-t-elle bientôt les premiers géoparcs de Russie? Les colonnes, Stolby, ne sont-elles qu'une curiosité géomorphologique extravagante ou cette réserve naturelle aux portes de Krasnoïarsk est-elle amenée à devenir un pôle touristique majeur de la Sibérie? Pour tenter d'apporter quelques réponses à ces questions et gagner une meilleure compréhension du territoire russe, il convient de miser sur 5 grands éléments géographiques. La Russie, terre vivante, ou comment les scientifiques russes ont contribué à intégrer la géomorphologie dans l'écosystème et le développement durable. La compréhension de l'ensemble du milieu naturel nécessite une bonne connaissance de ses formes de relief et de modelé, et de leur évolution passée et en cours. L'étude intégrée du milieu écologique, que le géomorphologue français Jean Tricard, 1972 page 83, grand amateur de la science soviétique, appelé de ses vœux, avait été un fil directeur des travaux russes depuis le XIXe siècle. De terminologie américaine, l'écosystème est pourtant un concept qui doit beaucoup aux savants russes, Odum 1953, sous différentes appellations qui se sont succédées depuis Vassili Dokuchtchev. Le père de la pédologie mondiale avait d'abord créé le mot de Sovokoupno, la conjugaison, pour signifier l'interdépendance entre les processus du monde vivant et ceux de leur habitat minéral, le milieu le plus caractéristique de ces interrelations étant selon lui le sol. Plus tard, à l'époque soviétique, le terme de complexe, le complexe au sens de système était très en vogue dans la démarche scientifique d'étude des milieux, les Russes insistant alors tout particulièrement par rapport à leurs homologues occidentaux sur les changements d'échelle. Dans les années 1940, 2 mots créés par les savants russes dans la lignée de longues réflexions précédentes étaient pratiquement employés comme synonymes d'écosystème, mais leur double racine faisait mieux apparaître la composante géomorphologique du biotope que dans celui-là. Il s'agissait d'une part du biokosnoé-télo de Vladimir Vernadsky, où l'adjectif kosnoé inerte est clairement associé à la partie vivante et dont le meilleur exemple restait encore, selon son auteur, le sol. Il s'agissait d'autre part de la biogéocénose de Vladimir Soukachev, 1944,
qui marqua des générations de savants soviétiques pratiquant une étude écosystémique dès lors appelée biogéocénologie, dont la composante géo était manifeste, Dillis, 1978. Aujourd'hui cependant, l'équivalent de la géographie environnementale française dans les universités russes est plutôt appelé la géoécologie. Dans l'esprit, celle-ci n'est pas vraiment différente de la biogéocénologie, mais son origine est allemande. Bien que le terme ait été créé dès 1939 par Karl Troll, dans un article qui traitait de la nouvelle utilisation des photographies aériennes pour la recherche environnementale et leur intérêt dans les pays éloignés où on ne peut que difficilement faire du terrain, il fallut attendre les années 1970 pour que la géoécologie se diffusât largement dans tous les pays du bloc de l'Est, en particulier en République démocratique des Allemagne, en Roumanie, Troll 1970, et en URSS, Troll 1972. Cette géographie écologique était dans l'esprit allemand, très proche de l'écologie des paysages, Landschaftsökologie, et cela ne pouvait que fructifier sur le terreau de l'étude des paysages dans laquelle excellait l'école russe de géographie, Rougerie et Berouchashvili, 1991. Les formes de relief et de modelé étant importantes dans la compréhension d'un paysage, de nombreux géomorphologues russes, y compris les structuralistes de formation, Gorskov, 2010, ont ainsi conduit leur pratique vers la géoécologie en faisant une géographie russe de l'environnement. Ceux qui veulent souligner plus clairement le rôle de l'étude des formes de terrain dans cette optique parlent de géomorphologie écologique, Kruzalin 2001. Or, depuis Dokuchev, les milieux naturels étaient d'abord présentés par les Russes dans leur zonalité, puis à travers les emboîtements d'échelle. La composante géomorphologique de la géoécologie a donc fondé son travail sur les zones, les domaines et les régions écologiques. C'est précisément ce que les Russes appellent les régimes géomorphologiques, Timofeev, 2006, Brongoulev et al., 2008. En outre, le passage de la biogéocénologie à la géoécologie a renforcé la compréhension de l'ensemble du milieu naturel et humain. Cette association a par la suite été modernisée en lien entre la géomorphologie et le développement durable. Il est à cet égard intéressant de lire les documents fondateurs de ce concept onusien, en langue russe. Dans le communiqué final du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, le terme de gestion intégrée est employé à de multiples reprises dans le texte français, correspondant dans le texte russe à l'expression de komplexno et rationnalno использование. Or cette utilisation raisonnée systémique des ressources naturelles avait été depuis longtemps le fer de lance des précurseurs soviétiques du développement durable. Quand Boris Yeltsin ratifia en avril 1996 le décret de la conception de la transition de la Fédération de Russie vers le développement durable, puis quand, en 1997, le gouvernement russe approuva la stratégie d'État du développement durable de la Fédération de Russie, il insista sur le caractère progressif, graduel, étape par étape, de la marche de la Russie et de l'humanité vers le développement durable. Il reprenait ainsi précisément les caractéristiques de la noosphère définies par le savant russe Vernadsky dans les premières années du XXe siècle, qui voyait en celle-ci le stade suprême du développement de la biosphère. Remizov et al., 2002, page 86. Or les idées de Vernadsky avaient été largement mises à profit par les géomorphologues russes, notamment Florentsov ou encore Timofeev, Simonov, 2005. De son côté, la célèbre école russe de géographie du paysage, d'abord fondée sur le Landschaft, et un support géomorphologique traditionnel, avait évolué en direction du concept de paysage, soulignant le caractère culturel et pictural, Uvarov, 2011. Se référant ainsi à des travaux philosophiques considérant les liens entre le territoire géographique et l'art de la peinture, Griber, 2004, certains géomorphologues russes ont souligné la perception esthétique du relief, Esteticheskoe vopriatie reliefa, Borsuk et al., 2007. Ces riches réflexions aboutissent logiquement à une géomorphologie sociale, Vladimirov, 1990, Borsuk et al., 2007. Une géomorphologie infrastructurale,
La géomorphologie exerce une influence, à plusieurs échelles, sur les choix de localisation d'un certain nombre d'infrastructures. L'expression russe qui les désigne, nazemnie sooroujenia, les constructions terrestres, montre bien leur ancrage dans les reliefs et les modelés qui les portent. Quelques exemples peuvent illustrer ce lien en géographie des transports, dans le domaine des aménagements hydrauliques ou encore en géographie urbaine. Photo 1. Les contraintes de la géomorphologie sur le réseau routier, le Chouïski Tract. Cliché El Touchard, août 2011. Le Chouïski Tract est la seule route franchissant l'Altaï. Elle porte ce nom sur le tronçon allant de Biask à la frontière mongole, passant par un col à 2482 mètres. C'est un segment de l'Asia Highway numéro 4, la grande route internationale reliant Novosibirsk au Pakistan Karachi, sur 6024 km. La photo, prise depuis la Sinyuka, représente Mangerok, une bourgade de la vallée de la Katoun d'environ 1500 habitants traversée par le Chouïski Tract. Sur environ 600 km, la traversée du Caucase n'est ainsi possible que par 3 routes, dont la classique route militaire géorgienne, la Voeno-Gruzinskaya Doroga, canalisant les coulées froides venues du nord et franchissant le col de la Croix, Kretovi-Pereval, que les glaciers caucasiens ont difficilement abaissé à 2379 mètres, Yeager, 1991. Quant à la transcaucasienne, Transkavkazskaya Avtomaguistral, elle ne doit le passage de la montagne qu'au percement du tunnel de Rocky. En Sibérie, la traversée de l'Altaï est encore plus éprouvante et la seule et unique route, le célèbre Chouïski Tract, Lavrisev 1986, atteignant la Mongolie occidentale, ne peut éviter le col d'Ourbet-Daba qui n'a pas été raboté à moins de 2482 mètres. Partout dans le monde, la géomorphologie est essentielle pour déterminer les meilleurs sites d'ancrage des barrages, Gignoux et Barbier 1955, a fortiori pour les vastes retenues accumulant l'eau de puissants cours d'eau lors de la fonte des neiges. Ainsi, quand le gouvernement soviétique décida le harnachement de l'Angara, les épanchements volcaniques, très résistants intercalés dans la table de Sibérie centrale, furent considérés comme les plus favorables. Ce sont donc les trappes qui expliquent précisément la localisation du barrage d'Oust-Ilimsk, Odunkov et Bochko 1975. Ailleurs, comme dans le Sayan, ce sont parfois des verrous glaciaires. À l'époque de la grandeur de la géographie française classique, la géographie urbaine faisait la part belle à la compréhension du site des villes, en s'appuyant particulièrement sur la géomorphologie. Pierre Georges 1974 en était un illustre représentant. Or il était aussi spécialiste de la Russie, Georges 1962. L'étude géomorphologique du site urbain reste d'actualité si l'on veut comprendre la dissymétrie de toutes les grandes villes volgiennes et des bords des fleuves sibériens, les prouesses techniques de construction de leurs ponts, la longueur de leurs transports urbains, ainsi que, plus encore, les risques de glissement de terrain, Nikonorova et Petrov 2009, et l'importance des aménagements pour s'en protéger. Dans toutes les villes qui bordent le plateau des hauteurs de la Volga, la dissymétrie des paysages urbains et les contraintes engendrées sont si fortes que le talus est appelé Gora, la montagne, Sakhno 2001 page 79. C'est le cas à Nijni Novgorod, où la ville haute, utilisée d'abord comme site défensif, est construite sur la dite montagne au pic, Diatlovi Gori. En Sibérie aussi, la dissymétrie du site de nombreuses grandes villes est en lien avec les contraintes géomorphologiques et les habitants de Barnaoul, blottis sur la seule rive gauche de l'Obé, elle-même menacée par l'affouillement de la Barnaoulka, la connaissent bien. Photo 2. Géomorphologie et site urbain défensif, le cas de Nijni Novgorod. Cliché El Touchard, août 2015. Le Kremlin de Nijni Novgorod a été édifié en tirant profit des hauteurs de la Volga, où s'encaisse le fleuve et son affluent l'Oka. Ce site naturel défensif a été fortifié au XIIIe siècle. La photo montre la tour de la Conception, Zatchatievskaya Bachnia, emportée par un glissement de terrain gypso-marneux au XVIIIe siècle. Elle a été reconstruite à l'identique à partir des années 1960 et rénovée en 2012. On remarque la puissance des contreforts, chargés dès l'origine de résister au glissement de terrain. Une géomorphologie économique dynamique. La Russie est l'un des plus gros producteurs de matières premières du monde et même, selon certaines données intégratrices, le premier pays de la planète à cet égard.
Certes, la géomorphologie n'y fait pas tout, et les produits de la plus grande forêt du monde y sont aussi pour quelque chose, mais à vrai dire, les richesses du sous-sol sont considérables. À l'époque soviétique, l'URSS voyait cela à travers les dits Factory Произvodstva, les facteurs de production. Il s'agit maintenant plutôt de Zestustvenny Capital, ce capital naturel dont la déclaration a été signée par l'ONU à Rio en 2012. Dans ce cadre, la première place mondiale de la Russie a été confirmée, non seulement pour la quantité de ses réserves naturelles, mais aussi pour leur diversité. Sedazjuk et Tiskov, 2012. Photo 3. Géomorphologie et risques urbains, les glissements de terrain à Barnaoul. Cliché El Touchard, juillet 2015. Au cœur même de la grande ville sibérienne de Barnaoul, la vallée de l'Aubé est affectée de multiples glissements de terrain, dont on voit ici plusieurs cicatrices d'arrachement et de nombreux bourrelets de masse glissés. La photo est prise depuis l'ancien VDNKHA, aujourd'hui dit Parc du Plateau, partie du centre-ville en voie d'abandon, rongée par l'érosion de l'Aubé au sud et de la Barnaoulka au nord. L'intérêt du concept de capital naturel, par rapport aux anciens facteurs de production, se trouve dans la prise en compte du renouvellement ou non des ressources estimées. Ainsi, la géomorphologie n'est plus seulement mise à contribution pour évaluer les colossales réserves russes en hydrocarbures dans les bassins sédimentaires, en ressources minières de toutes sortes, en or dans les boucliers et les massifs anciens, en diamants dans les cheminées volcaniques. Elle participe aussi aux réflexions quant à la Zelionaya Economica, l'économie verte, aux énergies renouvelables comme la géothermie et même aux facteurs favorisant le développement du tourisme de montagne et du tourisme thermal. Les risques. Tant du côté français, Batio-Quenet 2002 que russe, Crouzalin 2001, Savel 2010, le lien entre la géomorphologie et les risques naturels est devenu un objet d'étude en soi et il est décliné à différentes échelles régionales. Kurlovitch 2005, Bekseitova 2014. Il comporte une importante facette de science appliquée, voire, la question pouvant être posée en France, Justy 2012, comme en Russie Savel 2010, de relations entre géomorphologie et ingénierie. Parmi les aléas de géomorphologie structurale, on pense bien entendu avant tout aux risques sismiques et volcaniques. La Russie est concernée par des frontières de plaques où se concentrent ces catastrophes potentielles, par subduction en Extrême-Orient, collision dans le Caucase et écartement dans le rift du Baïkal. Ce furent les géographes russes qui, à la suite de Sergueï Chou, Sulk 1932, créèrent la branche de la géomorphologie appelée néotectonique, ensuite internationalisée, Hancock et Williams, 1986, Summerfield, 1987, dont une partie étudie spécialement le risque sismique. Parmi les aléas de géomorphologie dynamique et climatique, les risques d'érosion des sols dans les milieux steppiques et semi-arides de la Russie méridionale, ceux de glissement de terrain dans le Caucase et les montagnes sibériennes et extrême-orientales, ou encore ceux d'affaissement dans les régions de pergélisol forment quelques exemples importants. De ce point de vue, la rigueur des contraintes morphoclimatiques est sans commune mesure avec celle de la France. L'effet de la GE accent aigu à l'ifraction sur les infrastructures peut aider à l'illustrer. Quand, pendant le cœur de l'hiver 2009 à 2010, la France connut 3 épisodes de quelques jours de froid, les routes subirent un tel défonçage que les médias et tous les échelons des autorités, du niveau national jusqu'aux municipalités, firent passer à l'apostrophe. Idée selon laquelle la France était décidément bien malchanceuse et ne pouvait, à court terme, faire face à un tel sinistre, le coût de réparation des nids de poules ne pouvant être assumé en une fois, Corté et Garnier 2010. Pourtant, la température avait tout juste atteint les valeurs de la partie la plus clémente de l'extrême sud de la Sibérie d'un début de mois d'octobre. Le patrimoine géomorphologique et sa valorisation, la géomorphologie culturelle et touristique, les géoparcs russes et l'UNESCO. Dans cette civilisation du bois qu'est la Russie, la maison traditionnelle est l'izba et ce n'est que dans la partie méridionale, dans les espaces découverts de la steppe, que la kata prend le relais, mettant à profit l'argile des formations superficielles, fut-elle mélangée avec de la paille pour former le saman, Touchard et Al, 2016. Certes, plus au nord-ouest, dans les clairières forestières, on reconnaît les régions où les izbas de bois se distinguent par leur soubassement de pierre. Ce sont les endroits où les moraines sont composées d'argile à bloco. Mais ce n'est vraiment qu'exceptionnellement que la lithologie au sens strict,
celle des roches se trouvant en dessous des formations superficielles, marque fortement et directement les constructions. C'est pourquoi Saint-Pétersbourg, la ville de pierre et de pierre, est unique en Russie. Outre ses bâtiments en calcaire et ses quais en granit qui ont inspiré Pouchkine, l'ancienne capitale tsariste s'enorgueillit de posséder la plus grosse pierre jamais transportée par l'homme, un bloc erratique, un autor JE accent aigu net, de 1500 tonnes laissé là par l'Inland 6 lors de sa fonte. Déplacé sur 6 km pour l'amener au bord du bras principal de la Neva, il sert de socle à la statue équestre de Pierre le Grand, Rocha, 1882. Ainsi, à Saint-Pétersbourg, la géomorphologie renforce l'art et l'attrait touristique. Photo 4, Géomorphologie et patrimoine, le bloc erratique de granit de Pierre le Grand. Cliché L. Touchard, août 2007. La fameuse statue équestre de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg est posée sur un socle de granit, qui est un bloc erratique abandonné par l'Inland 6 lors de sa fonte. Sur des territoires plus étendus, les curiosités géomorphologiques russes sont déjà assez bien valorisées, cependant que certaines mériteraient sans doute une plus-value supplémentaire. À l'échelle de la Fédération de Russie, le pays a déjà classé plus de 2000 monuments géologiques de la nature, Karpunin et Al. 1998, Karpuzov et Semiletkin 2006, si bien que l'enjeu se trouve être de transformer cette carte de visite en une nouvelle. À l'échelle mondiale, la reconnaissance pourrait venir des géoparcs de l'UNESCO. La Russie n'en a pas encore, mais plusieurs sont en projet, à des stades plus ou moins avancés. Déjà à la fin des années 1990, A.M. Karpounine et ses collaborateurs parlaient de la commission ad hoc de l'UNESCO, Karpunin et Al. 1998. Quant à A.F. Karpouzov, il avait participé aux premières réflexions concernant les géoparcs à proprement parler, Karpuzov et Semiletkin 2006. Celui de l'Altaï semble être imminent, Ivasenko 2013, Chernoeva et Kochiwa 2016. Ceux de Khanty-Mansi et de l'Oural sont en discussion depuis de longues années, celui du Baïkal en est tout juste aux premières réflexions. De façon plus générale, à l'instar de Dominique Sellier, Fabien Obléa et Claire Portal en France ou d'Emmanuel Reynard en Suisse, un certain nombre de géomorphologues russes s'intéressent au géopatrimoine. Ils proviennent tant de la sphère des géographes, Liaseva et Timofeev 2002, que de celle des géologues Skovitina et Setnikov 2007. Dans leur ouvrage concernant le relief du cadre de vie des hommes, une géomorphologie écologique, les premiers n'hésitent pas à parler d'une géomorphologie esthétique et récréative. Quant au second, ils disent fonder une géomorphologie sociale, artistique et culturelle dans leurs livres traitant le relief et l'homme. Petite épistémologie de la géomorphologie russe. Par quelques-uns de ces mots de vocabulaire et par certaines de ces idées, la géomorphologie internationale provient en partie de l'école de géographie russe. Au moins 3 directions peuvent être prises pour mieux cerner cet enrichissement de la science mondiale grâce aux savants russes, mais seuls quelques exemples de ce vaste sujet seront cités. Primo, des noms vernaculaires donnés à des formes de terrain ou des phénomènes d'érosion par la langue russe, directement ou bien empruntant elles-mêmes les appellations d'un dialecte local, sont devenus des termes géomorphologiques internationaux. Il en est ainsi pour la typologie des différentes boutes à cœur de glace et de quelques autres modelés périglaciaires comme Boulgouniak, Naldi ou Alas. Il en est de même pour caractériser les formes de ruissellement élémentaires concentrés, comme Ovrag. Il en est encore de certains processus de météorisation, comme la podzolisation. Secondo, des néologismes de racines scientifiques grecques ou latines ont été forgés par des chercheurs russes avant d'être repris par la communauté scientifique internationale. Il en est ainsi de l'holacogène créé par Enes Shatsky, Satskij, 1964, ou de la néotectonique composée par S.S. Chou, Sulk 1932, à partir des travaux précédents de V.A. Obroutchev. Tertio, des théories nouvelles ont été échafaudées par des géomorphologues russes, puis reprises dans le monde entier, mais en traduisant dans chaque langue le terme russe initial. Il en est ainsi du rajeunissement vozrojdennier, des massifs anciens, mis au point par Vladimir Afanassievitch Obroutchev à partir de ses observations de tectonique récentes dans l'Altaï, Obrusev VA 1915A, et les massifs d'Asie centrale, en particulier la Djoungari Obrusev VA 1915B.
Ces trois grands noms de la géomorphologie peuvent être accompagnés de quelques autres, pour esquisser une histoire succincte des personnes qui ont contribué à la renommée de la géographie physique russe. Au XIXe siècle et dans les toutes premières années du XXe siècle, tout le monde s'accorde sur l'importance de quelques noms, les premiers étant en fait des géologues faisant de la géomorphologie. Il s'agissait en particulier d'I.D. Tchersky V.A. Obroutchev et Volume V. Dokuchev. À la même époque, P.A. Kropotkin était plus considéré comme géographe, bien qu'il fût officier militaire de formation. Assurément géographe, pp. Semyonov Tianshansky excellait en biogéographie, mais il écrivit aussi des textes géomorphologiques. Cependant, les géologues précédents se présentaient aussi souvent comme des géographes, à une époque où les disciplines n'étaient pas fixées universitairement. À l'époque soviétique, le nombre de géomorphologues est devenu tel qu'il est difficile de faire ressortir sans trop de subjectivité certains noms plutôt que d'autres. Notre méthode a été d'abord de privilégier les 6 géomorphologues dont les noms, au contraire des autres, ont été écrits dans une typographie en caractères gras, à l'intérieur de la partie de 5 pages consacrée à l'épistémologie de la géomorphologie du XXe siècle du manuel de référence de V.T. Bogucharskov 2004, pp 359 à 365, soit Edelstein, Markov, Borzov, Chtchoukine, Chou et Mescheriakov. L'onglet traitant de l'histoire de la chaire de géomorphologie dans les sites internet des grandes universités russes a aussi été mis à profit. Pour ce qui est de celle de Saint-Pétersbourg et Leningrad, un article universitaire traite la question, Zirov et Lopatin 2015. Enfin, nous avons fait le choix de mettre en avant quelques autres géomorphologues, selon le critère de l'utilisation particulièrement prononcée de leurs travaux dans la suite de cet ouvrage. De 1916 à 1919, c'était L.S. Berg 1876 à 1950, qui donnait les cours de géomorphologie aux étudiants de Petrograd, mais depuis la chaire de géographie physique, où il officia pendant toute sa carrière, essentiellement en biogéographie. Lev Berg, outre ses enseignements pédagogiques, a laissé des textes dans lesquels la géomorphologie tenait une grande place aux côtés des formations végétales, notamment son manuel Priroda SSSR, publié en 1937 aux éditions scolaires et pédagogiques du ministère de l'Éducation, traduit et publié quelques années plus tard en France sous le titre Les régions naturelles de l'URSS, Berg 1941. Dans un état d'esprit proche, Sergueï Petrovitch Souslov, 1893 à 1953, fit beaucoup de géomorphologie tout au long de sa carrière à l'université de Leningrad, mais il appartenait à la chaire de géographie physique et non à celle de géomorphologie. Les différentes éditions, en russe d'abord puis en anglais, de sa géographie physique de l'URSS d'Asie firent date, Suslov, 1947, 1954, 1961. En fait, la première chaire de géomorphologie en nom propre fut créée en 1919 à l'Institut de géographie de Petrograd. Elle fut tenue par M.M. Tetiaev, géologue de formation pendant 6 ans. En 1925, Yakov Samoïlovitch Edelstein, 1869 à 1952, succéda à Tetiaev et s'appliqua à faire sortir la géomorphologie du giron des géologues, cependant qu'il militait aussi pour la distinguer de la géographie et l'ériger en science indépendante. La géomorphologie aurait ainsi fait le pont entre les deux. Edelstein a écrit les premiers manuels soviétiques de géomorphologie à partir des années 1930, en particulier son ouvrage de référence, O Novi Geomorphologii, Les fondements de la géomorphologie, publié en 1938. Les disciples de Yakov Edelstein eurent eux-mêmes un grand avenir en géomorphologie, avant tout Konstantin Markov, formé à Leningrad, mais qui fit sa carrière à Moscou. À partir de 1954 et jusque dans les années 1970, la chaire de géomorphologie de l'Université d'État de Leningrad fut occupée par Sergueï Sergueïevitch Chou, 1896 à 1981. Celui-ci faisait essentiellement son terrain en Asie centrale, Sulk, 1932, 1937, 1948, mais il généralisa nombre de ses observations et fonda la puissante et originale école de la géographie soviétique dite de néotectonie. Entre-temps, l'école géomorphologique de Moscou s'était largement développée,
mais sans avoir le statut ni le privilège de posséder une chaire pendant une vingtaine d'années. C'était Alexander Alexandrovitch Borzov, 1874 à 1939, qui avait donné l'impulsion nécessaire. Il s'attacha tout particulièrement à approfondir et modifier la théorie de l'érosion normale de Davis, en travaillant sur la dissymétrie des interfluves en climat humide tempéré, Sikagoff, 2014. Ses principaux écrits ont été rassemblés dans un recueil publié une douzaine d'années après sa mort, Borzov, 1951. Photo 5 L'Université Lomonosov de Moscou et sa chaire de géomorphologie. Cliché L. Touchard, décembre 2009. L'Université d'État de Moscou, MGU, compte en son sein une faculté de géographie qui occupe les étages 17 à 22 du bâtiment central ici photographié. Cette faculté compte la plus grande chaire de géomorphologie de Russie, fondée en 1944. Les étages 24 à 31 de la tour abritent le musée de la géographie, qui recèle des trésors de l'histoire et de l'épistémologie de la géographie russe. La chaire de géomorphologie de l'Université d'État de Moscou fut fondée en tant que telle en 1944 et son premier titulaire en fut Ivan Stepanovitch Chtchoukine, qui l'occupa jusqu'en 1961 et vécut centenaire, 1885 à 1985. Ayant d'abord travaillé sur la géomorphologie du Caucase, Chtchoukine resta un grand spécialiste des montagnes, mais fut un géomorphologue aux compétences très larges, auteur du premier dictionnaire encyclopédique des termes de géographie physique. Son ouvrage magistral, Obchaya Geomorphologia, Géomorphologie générale, en 3 tomes Skoukine 1931, 1938, 1974, a marqué des générations de géographes soviétiques. Sous l'égide d'Ivan Chtchoukine, la chaire de la MGU devint la plus grande des apostrophes. URSS et abrita des géomorphologues aussi célèbres que Konstantin Konstantinovitch Markov, 1905 à 1980, Maria Vissarionovna Karandeeva 1912 à 1983, Sergueï Sergueïevitch Voskresensky 1913 à 1993, ou encore Oleg Konstantinovitch Leontiev 1920 à 1988. Kaka. Markov écrivit des années 1940 aux années 1970 les ouvrages fondamentaux de géomorphologie, issus d'expéditions de terrain importantes, notamment celle du Pamir de 1932 et 1933 et celle de l'île Wrangel en 1938, mais aussi d'une grande réflexion épistémologique. Son livre Novnie Problemi Geomorphologii, Questions fondamentales de géomorphologie, est resté une référence, Markov 1948. Maria Karandeeva travailla d'abord sur la région de Tver, puis devint la spécialiste de la géomorphologie de la plaine caspienne, Karandiva 1951, Karandiva et al. 1958. Mais son ouvrage le plus connu fut sa synthèse intitulée Geomorphologia Europeiskoch Chasti SSSR, la géomorphologie de la partie européenne de l'URSS, Karandiva 1957. En dehors des questions scientifiques au sens strict, Maria Karandeeva est célèbre pour s'être illustrée par sa conduite héroïque pendant la guerre et ce fut elle qui, avec le titre de doyenne, dirigea l'évacuation de la faculté de géographie de l'Université de Moscou en 1942, pour la mettre en sécurité plus au sud-est. Sergueï Voskresensky, en grande partie formé par A.A. Borzov, travailla d'abord à la suite de son mentor sur la dissymétrie des versants dans la Grande Plaine russe, Voskresensky, 1947. Après avoir participé à la grande expédition de terrain de la MGU en Sibérie, dirigée par le géographe humain N.N. Kolosovski, il soutint sa thèse de doctorat d'État en 1958, Mainov et al., 2013, dont il tira quelques années plus tard son célèbre ouvrage Geomorphologia Sibiri, la géomorphologie de la Sibérie, Voskresensky, 1962. Par la suite, ce fut lui qui dirigea plusieurs expéditions sur des terrains sibériens et extrême-orientaux difficiles, formant à son tour ses successeurs. La grande œuvre collective de Sergueï Voskresensky fut sans doute sa longue collaboration avec un autre géomorphologue de la MGU, Oleg Leontiev, qui donna lieu, autour d'une équipe élargie, à de nombreux travaux de régionalisation géomorphologique de l'ensemble de l'URSS, Voskresensky, 1968, Voskresensky et al., 1980. Mais c'est finalement son livre de 1971 qui est passé à la postérité.
Son ouvrage fondamental Géomorphologie dynamique, la formation des versants, paru aux éditions de l'Université d'État de Moscou il y a plus de 40 ans, reste jusqu'à aujourd'hui l'une des plus importantes synthèses concernant cette question et se trouve être une publication unique en son genre, tant dans notre pays qu'à l'étranger. Mainov et al., 2013, page 174 en russe. Pour clore ce tour d'horizon succinct des géomorphologues soviétiques de l'entre-deux-guerres et des 2 décennies d'après-guerre, il convient de dire un mot du 3e grand organisme de la recherche en géomorphologie, après les chaires des universités de Leningrad et de Moscou, c'est-à-dire le laboratoire de géomorphologie de l'Institut de géographie de l'Académie des sciences de Moscou. Le directeur de ce laboratoire de géomorphologie, devenu par la suite laboratoire de pédologie et géomorphologie, fut dans les années 1940 et 1950, Innokenti Petrovitch Gerasimov, 1905 à 1985, qui prit ensuite la tête de l'ensemble de l'Institut de géographie. Il est vrai qu'I.P. Gerasimov était un disciple du grand pédologue Neotruev à Leningrad, lui-même élève de Dokuchev, Zon et Fursova, 1991. D'ailleurs, la thèse de doctorat d'État soutenue par I.P. Gerasimov en 1936 s'intitulait Aperçu pédologico-géomorphologique de la Touranie. Outre ses multiples publications sur les liens entre géomorphologie et pédologie, Gerasimov, 1976, I.P. Gerasimov travailla beaucoup avec Yuri Alexandrovitch Meshcheryakov, 1921-1970. Tous deux furent les inventeurs russes de l'opposition entre formes structurales dues au processus endogène et formes sculpturales, l'équivalent des modelés français, dus au processus exogène. Gerasimov 1946, Gerasimov et Meskeryakov 1967, Meskeryakov 1968, 1972. L'opposition entre le relief et le modelé. Cet ouvrage, de façon simple, s'articulera en 2 grands chapitres soulignant l'opposition classique de la géomorphologie entre les formes de relief au sens strict et celles de modelé. Autrement dit, la première étude sera morphostructurale, la seconde morphodynamique et morphoclimatique. Pour les Russes, les premières formes de terrain sont les morphostructuries, issues des phénomènes internes, ceux des mouvements tectoniques et volcaniques. Les secondes sont les morphosculturies, modelées par la géodynamique externe des processus de l'érosion. Cette opposition fut mise au point par Innocent Gerasimov, 1946, et largement diffusée, y compris en langue française, Meskeryakov, 1968, à l'aide de Yuri Meshcheryakov, Gerasimov et Meskeryakov, 1967. À l'intérieur de chacune des 2 grandes familles de formes, structurales et sculpturales, il a été décidé de faire la part belle à toute la gradation des échelles spatiales et temporelles, chère tant aux géomorphologues français, Cailleux et Tricard, 1956, Tricard, 1965, Klein, 1997, que russes, Gerasimov et Meskeryakov, 1967, allant des formes planétaires aux mégaformes, puis aux macroformes, aux mésoformes, aux microformes et aux nanoformes. Certes, nous avons privilégié les formes de grande dimension et le plus souvent édifiées sur la longue durée, plateformes et chaînes de montagnes, dans l'étude structurale, mais les emboîtements d'échelle n'ont pas été négligés, abordant non seulement les formes moyennes, comme les talus monoclinaux ou les formes armées de plis, mais aussi de petites dimensions comme la mise en relief de digues. De même, nous avons privilégié les formes de plutôt petite taille et récentes dans l'étude du modelé, mais nous avons insisté quand cela était nécessaire sur les vastes dimensions des domaines morphoclimatiques glaciaires, périglaciaires, tempérés forestiers ou stépiques, et semi-arides, cette influence de la zonalité géographique sur le développement du relief, Edel, Stein, 1938, page 302 en russe, que le géomorphologue Yakov Edelstein avait sitôt mis en valeur dans ses écrits. Comme le géographe brésilien Jurandir Ross le rappelait récemment, ce sont bien les géomorphologues russes et français qui ont initié les réflexions mondiales intégrant la géomorphologie à la résolution des problèmes environnementaux et à l'aménagement du territoire, en s'appuyant d'abord sur les changements d'échelle et les déclinaisons possibles entre les formes de relief d'origine structurale et les formes de modelé, Ross, 2012. Au-delà, la transcendance d'échelle n'est-elle pas le cristal de l'aura? L'Arctique passage des fausses certitudes géomorphologiques au vrai monde imaginaire, le voyage des reliefs bornés par les sens humains aux horizons universels, du microcosme français au macrocosme russe?
Chapitre 1er, Géomorphologie structurale. Quand Bazarov s'adresse à Anne Sergueyevna, il lui dit « Je regardais dans votre album des paysages de la Suisse saxonne, et vous m'avez fait observer que cela ne pouvait pas m'intéresser. Vous avez dit cela parce que vous me supposez dépourvu de sens artistique. Et c'est vrai, je n'en ai aucun. Mais ces paysages pouvaient m'intéresser du point de vue géologique, du point de vue de la formation des montagnes par exemple. » Tourguenieff, 1862, Père et Fils, chap. 16. La géomorphologie structurale n'est pas à opposer à la culture russe. L'un des principaux intérêts d'une présentation structurale de la Russie se trouve être de faire apparaître les grandes unités composant ce pays, dans une optique de géographie régionale, et d'attirer l'attention sur l'erreur qu'il y aurait à assimiler l'immensité bien réelle de la Russie avec une seule vaste plaine. Mais, même sans aborder aucunement la sculpture du modelé et en restant dans les formes structurales, la Russie n'est-elle pas une mosaïque de terrains bien plus variés que son image en France ne le laisserait supposer? Certes, j'ai posé cette question comme ça uniquement parce que je m'intéresse à la topographie, Gogol 1842, Les âmes mortes, chap. 5, dans la traduction d'Henri Mongaud de 1925, mais je tenterai tout de même de trouver quelques éléments de réponse, lesquels, qui sait, pourraient tout aussi bien nous mener au domaine de Pliouchkine plutôt qu'à l'expiation de Victor Hugo. Le chapitre de géomorphologie structurale opposera une première partie consacrée aux mégastructures que sont d'une part les grandes régions de plateformes, d'autre part les chaînes de montagnes, et une seconde partie regroupant les reliefs volcaniques effayés. Les premières composent les morphotectures, ou géotectures, de la classification dit Gerasimov et You. Meshcheryakov, Gerasimov et Meskeryakov, 1967. Elles seront elles-mêmes subdivisées en formes structurales d'échelle moyenne, puis élémentaires spécifiques à chacune de ces deux mégastructures. Les secondes, qui s'emboîtent indifféremment dans les plateformes et les chaînes de montagnes récentes, seront traitées dans une même partie, à la suite de la tradition française de Gilles Ricard, 1968. 1. Les grandes unités de relief. La Russie un faux pays plat? L'image de la Russie, à l'instar du Canada ou de l'Australie, reste celle d'un immense pays plat qui était déjà celle de l'URSS. Qui plus est amputée des hautes montagnes d'Asie centrale de l'époque tsariste et soviétique, la Russie ne serait-elle qu'un gigantesque ensemble de plaines et de plateaux? Pourtant la réalité chiffrée est tout autre. Si l'on se place à l'échelle des mégaformes, celle des grands ensembles structuraux planétaires, le territoire de la Fédération de Russie est formé de 71% de plateformes et de 29% de chaînes plissées récentes. Or la moyenne mondiale se trouve être de 77,5% pour les domaines anorogéniques, contre seulement 22,5% aux chaînes de plissement récents, l'AJA 2002. Figure un jeune et vieille Russie, l'opposition ouest-est des mégastructures. Cette distorsion entre la perception et la réalité réclame, pour être élucidée, une présentation des grandes régions géographiques russes fondées sur le relief, en tentant de souligner le caractère central des plateformes russes pour le peuplement d'origine et son extension ultérieure, et la position marginale des chaînes de montagnes. Figure 2 la Russie, une plaque tectonique eurasiatique se fragmentant à l'approche du Pacifique. Cette distinction géomorphologique de premier rang est fondée sur l'articulation des 6 grandes plaques lithosphériques planétaires. La Russie se trouve pour la quasi-totalité de son territoire sur la plaque eurasiatique, mais elle est aussi concernée, au nord-est de l'Eléna, par la plaque nord-américaine. Il faut y ajouter des microplaques, en particulier celles de l'Amour et celles d'Okhotsk, Zonensin et Savostin 1981, Bird 2003, Taponnier et al. 1982, qui sont des fragments se détachant de la plaque eurasiatique. Quant aux microplaques arabiques et anatoliennes Philippe et al. 1989, Bird 2003, elles ne mordent certes pas sur le territoire russe mais leur mouvement est à l'origine de la formation du Caucase. 1.1. Les plateformes russes sont-elles toujours pétrolières? Occupant plus de 70% de sa superficie, couvrant tout le pays, sauf l'extrême sud de l'Europe, le nord-est de la Sibérie au-delà de la Léna et l'extrême-orient, les plateformes constituent une part essentielle des paysages de la Russie, plus encore de son cœur démographique, économique, historique et culturel. Même sur le plan de l'épistémologie de la géographie physique,
Ce sont surtout les écoles françaises et russes qui ont fait progresser la géomorphologie structurale des plateformes. Tricard, 1968, page 216. Du côté russe, la grande figure en fut sans doute Yuri Alexandrovitch Meskeryakov, 1960-1965. Figure 3. La vieille Russie, le pays des plateformes. Les plateformes, platformy, constituent les parties les plus anciennement indurées de la lithosphère, celles qui ont la plus grande stabilité, ou stoïchivno-tectonique. Elles ont aujourd'hui une faible possibilité de déformation. Les Russes parlent de faible mobilité, podvino. De fait, en dehors de quelques rares exceptions localement grandioses, elles se caractérisent par une différenciation du relief, rastchlénénier très peu marquée et au contraire par la prédominance de vastes horizons plans. Il est de coutume, chez tous les géomorphologues du monde, de distinguer les plateformes précambriennes des plateformes consolidées à l'ère primaire. Les Russes Meskeryakov, 1960-1965, Ersov et al., 1986 Treznikov, 1988, page 228, se plaisent à appeler les premières Drevnie platformy, plateformes anciennes, et les secondes Molodier platformy, jeunes plateformes. Les plateformes précambriennes, Dokembriskier platformy, ont vu leur base, leur socle, fundament ou bien tsokol, se consolider à des âges antérieurs à 590 millions d'années. On peut alors les nommer cratons, cratonie. En Russie, les principales sont d'une part la plateforme d'Europe de l'Est, Vostochno-Evropeiskaya Platforma, d'autre part la plateforme sibérienne Sibirskaya Platforma, ou plus précisément de Sibérie centrale, Sredne-Sibirskaya Platforma. On oppose ces cratons aux plateformes calédono-hercyniennes, dont la consolidation du socle s'est produite entre 590 millions d'années et 250 millions d'années. En Russie, la plus importante est celle de Sibérie occidentale. Cependant, d'âge intermédiaire entre les deux, il existe en Russie une plateforme dont le cycle orogénique a été à cheval sur la fin du Protérozoïque et le début du Cambrien, entre environ 650 et 550 millions d'années. Il s'agit de la plateforme baïkalienne qui s'est formée lors d'une orogenèse, une tectogenèse, tectogénée, comme disent les Russes, ayant une certaine similitude de date avec le cycle cadomien des Français, Chaloupski 1977, Godard 1982. Cette plateforme épouse le contour du craton de Sibérie centrale, et pour les auteurs voulant simplifier, elle est classée tantôt en craton, tantôt en plateforme calédonienne. Pébiro 1970, la classe en craton. Outre l'âge, chaque plateforme se distingue par une opposition entre des portions soulevées sur lesquelles le socle affleure et des parties abaissées, recouvertes d'une couverture sédimentaire. En cumulant les deux critères, celui de l'âge et celui de la topographie, on différencie 4 grandes régions géomorphologiques si l'on fait entrer le cycle baïkalien dans le précambrien arbitrairement, ou 6 si l'on ne simplifie pas. Il s'agit au moins des boucliers CHT-Kiti, des tables, Pliti, des massifs anciens Sklatchato-Glibovier-Gori et des bassins sédimentaires Molodier-Pliti. 1.1.1 Le craton, l'empire de toutes les Russies. Les régions où les plus vieux socles cratoniques affleurent sont en général légèrement bombés, et ce gauchissement est à très grand rayon de courbure. C'est pourquoi on les appelle en français des boucliers, et c'est cette même forme qui les fait nommer CHT-Kiti, voulant dire la même chose en russe. Figure 4 Le craton, l'empire de toutes les Russies. Pourtant, en Russie, les endroits ne sont pas rares, où l'intensité du soulèvement du vieux socle de roches cristallines et métamorphiques qui n'ont pas été plissées depuis le précambrien est telle que, tant par l'altitude atteinte que par les formes de dissection engendrées, ces régions ressemblent à des massifs montagneux. La géomorphologie française ne possède pas de vocabulaire pour distinguer ceux-ci et se contente de les faire entrer de force dans les boucliers, bien que les paysages y soient assez nettement différents. Les Russes, au contraire, leur donnent le nom particulier de Glibovier-Gori, littéralement les montagnes massives ou montagnes en bloc. Nous pourrions quant à nous proposer le terme de massif très ancien rajeuni. 1.1.1.1 De Russie, les boucliers nucléaires ont-ils des réserves ? Bombés de façon presque insensible, les boucliers se reconnaissent avant tout par le fait que ce sont des régions où affleure le socle dénudé, sans couverture sédimentaire. Les Russes parlent d'obnajonie vistupi fundamenta. Le relief est essentiellement formé de poverknosti viravnivania, dit aussi dénudationnier poverknosti,
et ces surfaces d'aplanissement sont surmontées de quelques reliefs résiduels, les ostanci. Les plateaux eux-mêmes sont plus ou moins décalés par des escarpements de failles ou de lignes de failles. La plateforme d'Europe de l'Est, Vostochno-Europeiskaya Platforma, compte 2 boucliers. Le bouclier ukrainien, Ukrainsky Chtchit, qui mord très légèrement sur la Fédération de Russie au sud-est de Donetsk, et le bouclier baltique, Baltiski Chtchit, plutôt dit en France bouclier finno-scandien, qui occupe le nord-ouest de la Russie, en particulier la péninsule de Kola et la Carélie. Les surfaces d'aplanissement du bouclier ukrainien tranchent avant tout des gneiss et des micaschistes précambriens, ainsi que quelques autres roches métamorphiques, Sologub, 1970, Muratov, 1973. L'essentiel de la différenciation des paysages se fait par un modelé en creux des vallées encaissées, d'autant plus fort qu'on s'approche du niveau de base du Dniepr. Photo 6, le bouclier ukrainien raviné dans la Starokievskaya Gora. Cliché El Touchar, juillet 2013. À l'approche du Dniepr, les vallées s'encaissent dans le bouclier ukrainien. La photo a été prise à Kiev, dans la montagne de Horiv ou Starokievskaya Gora. Dans la partie russe du bouclier finno-scandien, l'ensemble de la Carélie et de la péninsule de Kola est à petite échelle cartographique, une immense surface d'aplanissement polygénique, une polygénicheskaya denudationnaya poverkno, très ancienne mais sans cesse retouchée sous des climats différents. Biro, 1970. Un certain nombre de reliefs résiduels émergent au-dessus de ces vastes plaines et plateaux nivelés. En Carélie, ces ostanci subsistent dans les quartzites et les roches vertes protérozoïques, formant des reliefs collinéens étirés, que les Russes appellent griadi, surgissant au-dessus des surfaces d'aplanissement qui ont nivelé les granites et les gneiss archéens. Karandiva, 1957. Plus au nord, dans la presqu'île de Kola, le massif des Kibini forme un cas particulier, dû à une intrusion plus résistante de syénite pHélinique, Tionenkov, 1963, qui sont des roches plutoniques ayant la particularité de ne pas posséder de quartz. Certains d'entre elles sont si caractéristiques de ce massif qu'on les appelle des kibinites. Dans le vocabulaire international, celles-ci représentent des syénites pHéliniques qui ont cristallisé dans l'ordre inverse à l'habituel, commençant par la pHéline et les feldspats alcalins, Kogel et al. 2006. Depuis les années 1920, pour leurs richesses respectives en aluminium et en phosphate, la pHéline et l'apatite sont d'ailleurs largement exploitées à l'échelle industrielle dans ce massif. Fersman, 1968. Figure 5. Les Kibini, un ensemble de reliefs résiduels du bouclier finno-scandien. Croquis retravaillé, ancré et commenté par El Touchar en utilisant la carte géologique de Wojtaszowski et al. 2014, à partir d'une photo d'Arctic Anthropology. La plateforme de Sibérie centrale, Srednessibirskaya Platforma, compte 3 boucliers, l'un à l'extrême nord-ouest, celui de Taïmirsky Chtchit, le deuxième au centre-nord, le bouclier d'Anabar, Anabarsky Chtchit, le dernier sur le rebord sud-est, celui de l'Aldan, Aldansky Chtchit. Le bouclier de Taïmir est le plus petit. C'est l'affleurement précambrien qui se trouve au nord-ouest du massif de Biranga, le long de la côte de Kariton-Laptev, et au-delà du continent qui arme aussi l'île bolchevique. Son appartenance à l'orogenèse précambrienne plutôt que primaire avait été précocement suggérée, Markov et Nalivkin, 1957, mais ce sont les travaux de M.V. Muratov dans les années 1970 qui ont définitivement fait entrer le nord-ouest du Taïmir dans les boucliers à part entière. Le bouclier d'Anabar est le plus circonscrit des trois, celui qui correspond le mieux à une région topographique bien délimitée, le plateau d'Anabar, Anabarskoe Plateau ou Anabarskoe Ploskogorié, centré sur le 70e parallèle et le 108e méridien, très loin de toute localité, à environ 800 km à l'est de Norilsk. Les surfaces d'aplanissement tranchent le noyau archéen de gneiss et de schiste, daté de 3,67 milliards d'années par Ngoussev 2013 et d'autres roches métamorphiques moins anciennes. La surface d'aplanissement crétacéo-paléogène semble encore bien visible dans le paysage, Moralev 1986, mais elle a été défoncée par l'érosion glaciaire et fluviatile. Certains versants sont accidentés de modelés ruiniformes préservés de l'érosion par la résistance des grès et des calcaires archéens à stromatolites,
témoin des premières formes de vie de la planète, celle des cyanobactéries, Gorskov, 1999. Figure 6. Le bouclier d'Anabar et sa surface d'aplanissement crétacéo-paléogène. Croquis retravaillé, ancré et commenté par El Touchard en utilisant des informations de Ngoussev 2013, Moraliov 1986 et Vegorchkov 1999, à partir d'une photo de Vitaly Gorchkov pour la Société russe de géographie. Le bouclier d'Anabar a été affecté d'explosions phréato-magmatiques cataclysmiques, qui ont eu lieu entre 390 et 160 millions d'années et ont formé de la kimberlite. Ces brèches d'explosion remplissent aujourd'hui les anciennes cheminées volcaniques, formant des gisements diamantifères alignés le long de la vallée du fleuve Anabar. Ebeliak, Harry Mastar, Vieille Rivière et Orto Yarga, Zaïtsev 2006. Bien que les gisements les plus exploités par la société russe se trouvent plus au sud, dans la table de Sibérie centrale, c'est le bombement d'Anabar qui forme le cœur physique de la kimberlite russe, Boguslavskij 2009. Le bouclier de l'Aldan est le plus grand des 3 bombements du socle précambrien sibérien. À environ 500 km au sud de Yakoutsk, l'unité géomorphologique correspond assez bien à l'ensemble topographique du même nom, appelé haut plateau de l'Aldan, Aldanskoe Nagorye, quoique les limites géographiques de ce dernier aient été discutées au fil des explorations, des nouvelles cartes et des atlas successifs, Kornilov 1962. De nombreux cycles d'aplanissement et de rajeunissement y ont été décelés, Dolguzin, 1961. Et on reconnaît les lambeaux de surface portés à différents niveaux. Les moins élevés forment les Kryadji des Russes, Kva. Timofeev, 1985, traduit par le français de basse montagne et qui constituent en fait un ensemble de bas plateaux de roches précambriennes disséqués par les cours d'eau. Mais le bouclier de l'Aldan compte aussi des morceaux d'aplanissement soulevés à des altitudes élevées, surtout dans la partie orientale et méridionale, Sudovikov NG, 1965. Figure 7. Le bouclier de l'Aldan, un haut plateau profondément disséqué. Croquis retravaillé, ancré et commenté par El Touchard en utilisant des informations de NG Sudovikov, 1965, à partir d'une photo d'Alexei Nestorov d'août 2009. Certains de ces affleurements sont riches en or. Certes, la vieille hypothèse selon laquelle Aldan viendrait d'un mot yakoute signifiant qui charrie de l'or, qui traîne encore dans des écrits français, est réfutée depuis longtemps par les linguistes et épistémologues russes. Mais il est vrai que assez tôt après la conquête tsariste, l'existence d'or était connue. L'extraction s'est développée à partir de la Révolution et Pierre Pascal la narrait déjà dans les années 1920. Pascal P. RE accent aigu E accent aigu D. 1982. Léon Abramovitch Brook a détaillé l'histoire industrielle de cette exploitation dans la localité minière de l'Ébédinhy depuis les années 1930, Bruck, 2004. Le bouclier de l'Aldan est également riche en uranium, Maximov et al., 2010, mais pour l'instant ce dernier est inexploité du fait de conditions trop difficiles, Goluchikov, 2008. On trouve aussi des diamants au nord-ouest et à l'ouest d'Aldan, dans la kimberlite de Tchompola et de Tobuk-Katistayer, Kostroviki et al., 2009. La plateforme mongolo-baïkalienne, issue d'une tectogenèse à cheval sur la fin du Protérozoïque et le début du Cambrien, est certes connue en Russie pour donner naissance à de véritables massifs montagneux qui seront étudiés plus loin. Mais elle a une taille suffisante pour aussi développer, au moins dans sa partie nord-ouest, des plateaux peu élevés. C'est le cas de la moitié méridionale du criage de l'Ienisseï, celle qui est située entre les rivières Kan et Angara, dont le matériel, essentiellement précambrien, Kouznekov, 1946-1988, est nivelé de surface d'aplanissement, récemment porté à environ 600 mètres d'altitude, Kouznekov, 1952. Au nord de l'Angara, les plateaux sont plus élevés. Du fait de ces ophiolites du Riféen, Volobuev 1993, et de restes d'un très vieil arc volcanique Cerny 2000, le criage de l'Ienisseï possède l'une des clés de la compréhension de l'ouverture puis de la fermeture et de la disparition de l'ancien océan qui séparait la Sibérie de la Chine, l'océan paléo-asiatique, Berzin et al., 1994. 1.1.1.2. Faut-il faire une montagne du bouclier russe ? Certains affleurements du vieux socle cratonique ont subi un tel rajeunissement,
qu'ils ne ressemblent plus à des bombements ou des gauchissements, fussent-ils profondément entaillés par des vallées. Leur paysage acquiert un aspect montagnard, par leur altitude élevée, l'importance des dénivellations, leur sculpture parfois glaciaire. Il semble difficile de continuer à les appeler boucliers, malgré leur matériel précambrien. Ces massifs montagneux de roches précambriennes forment les Glibovigories des Russes, Lyubskina et al. 2004 page 186, des sortes de massifs très anciens rajeunis. Ce violent rajeunissement est en Sibérie, avant tout dû à l'ouverture de l'Asie centrale par des tronçons de rifts séparés de failles transformantes, contre-coup de la collision entre la plaque indienne et l'Eurasie, Molnar et Taponnier, 1975, Taponnier et Molnar, 1979, Taponnier et al., 1982. Du sud-ouest au nord-est, le Sayan oriental, la Baïkalie et le plateau de Stanovoï en sont les exemples classiques, se poursuivant dans certaines portions du bouclier de l'Aldan, là où les forces tectoniques de rajeunissement sont si fortes que la chaîne de Stanovoï et celle d'Outchour ont des allures et des altitudes de massifs montagneux. Ainsi, dans le Sayan oriental, le Munkou sardique culmine à 3491 mètres. En Baïkalie, les monts de Bargouzine atteignent 2841 mètres. Le vaste plateau de Stanovoï, Stanovo-et-Nagorier, comporte lui-même plusieurs massifs montagneux portés à haute altitude. C'est le cas de la chaîne Mouiski du Sud, selon le nom consacré en français depuis Georges Jaurès 1936c, le Youjno-Mouiski Krebet en russe, qui culmine à 3067 mètres au Mouiski géant. Mais le point culminant du plateau de Stanovoï est bien le pic du Bam, une crête de recoupement de cirques glaciaires de la chaîne Kodar qui atteint 3072 mètres, Nedezev et al. 1979, Géniatulin 2009. Quant au bouclier de l'Aldan lui-même, il comprend le massif d'Outchour, dans lequel la chaîne Kedkap, où se reconnaissent certes des lambeaux soulevés de surface d'aplanissement, atteint tout de même 2306 mètres. Là, des intrusions granitiques riches en hornblende, la Rogovaya Obmanka des Russes, forment les points culminants Sedvertkov et Filosofov, 1988. Du Sayan oriental jusqu'à l'Aldan, un ensemble de socles très anciens est ainsi rajeuni par l'ouverture en rift d'une douzaine de fossés d'effondrement de grande taille et de quelques autres plus petits, dont les lèvres se soulèvent en massifs montagneux. N. A. Logatchev, 1984, proposa de délimiter cet ensemble par le contour de la surface d'érosion crétacéo-paléogène portée à plus de 1500 mètres d'altitude. Ainsi circonscrite, la zone de rift du Baïkal s'étire sur plus de 1800 km, depuis les monts Senjailen, à l'ouest de la source du petit Yenisei, jusqu'à l'Olyokma dans l'Aldan. Au-delà, dans un contexte un peu différent, les massifs très anciens rajeunis se poursuivent dans la région sismiquement active des monts Stanovoï. Le lac Baïkal lui-même occupe aujourd'hui les deux segments centraux du rift. Figure 8, carte du massif très ancien rajeuni par l'ouverture du rift du Baïkal. Le lecteur intéressé par une synthèse des travaux russes sur les fossés d'effondrement du rift baïkalien pourra se reporter à l'un de nos ouvrages précédents, Touchard, 1998, pp 63-68. Nous détaillerons ici au contraire, les massifs montagneux qui les encadrent. Le point de départ des formes de relief des massifs très anciens rajeunis par l'ouverture du rift baïkalien se trouve être la surface d'aplanissement façonnée du Maastrichtien à l'Éocène, entre environ 70 et 35 millions d'années avant aujourd'hui, Florentsov, 1960, Voskresenskij, 1962, Logatchev, 1984, Mack et al., 1985. Il n'est certes pas exclu que les restes d'une surface d'aplanissement plus ancienne, jurassique, puissent se voir encore aujourd'hui dans certains reliefs, Dumitrasko, 1952, mais en l'absence de formation corrélative le confirmant clairement, l'hypothèse d'une seule surface crétacéo-paléogène semble plus sage. Celle-ci peut être datée en de nombreux endroits grâce à une croûte d'altération kaolinique, Logasev et al., 1964, Dombrovskaya, 1973. Photo 7. Le massif très ancien rajeuni des monts Kamar-Daban. Cliché El Touchard, août 2006. Le Kamar-Daban forme un massif de roches précambriennes porté jusqu'à près de 2400 mètres d'altitude grâce au rajeunissement provoqué par l'ouverture du rift baïkalien. La photo est prise au bord du lac Skaska, le plus nord des trois plans d'eau du groupe des Tioplié-Osiora, lac chaud, en direction du Taltsinski où la surface d'aplanissement a été portée à plus de 1800 mètres.
Cette surface d'aplanissement généralisée Crétacéo-Paléogène a été ensuite fracturée, et ces fragments basculés ont été portés à des altitudes diverses par de complexes jeux de failles, Voskresenskij, 1962, Logatchev, 1984, Mack et al., 1985. Il n'est pas impossible qu'un aplanissement partiel ait mordu sur certains reliefs à l'Oligocène ou plus longuement, au Néogène Doumitrasco, 1952, Lopatin, 1973, corrélé par une croûte d'altération montmorillonitique et hydromicacée, Ravskij, 1972. Son développement n'est jamais autre que local, constituant parfois certains replats de gradins ou de petites surfaces karstiques, Adamenko et al., 1973, Zolotarev, 1974. La surface maastrichto-paléogène et secondairement, quelques morsures néogènes ont été démembrées, cassées en blocs et soulevées à de multiples niveaux par les mouvements néotectoniques, de plus en plus forts depuis l'Oligocène jusqu'à aujourd'hui. Grâce aux sédiments piégés dans les segments de rift, les géologues et géographes russes ont pu reconstituer, avec de plus en plus de précision depuis les années 1960, les différentes étapes de soulèvement saccadé des massifs montagneux baïkaliennes. Photo 8. La gorge de la Sarma tranchant le massif très ancien rajeuni des monts Primorsky. Cliché El Touchard, août 2006. La gorge de la Sarma, à l'allure d'une cluse, rend visible la structure d'un anticlinal précambrien, nivelé depuis longtemps, puis rajeuni en horst par l'ouverture du rift du Baïkal. D'après de nombreux chercheurs, Florentsov, 1960, Logatchev et Florentsov, 1978, Tulonov, 1981, Logatchev, 1984, Logatchev et Zorine, 1987, deux temps se sont succédés. De l'Oligocène, voire l'Éocène à certains endroits, au Pliocène inférieur, de 35 à 3,5 millions d'années, les dépôts fins témoignent de mouvements tectoniques assez doux et de dénivellation faible entre les lèvres du rift s'exhaussant lentement et les dépressions s'approfondissant à une vitesse telle que la sédimentation arrivait à les combler dans le même temps. La surface d'aplanissement crétacéo-paléogène se fragmentait déjà, mais le relief restait peu différencié. Photo 9. La pierre du chaman, relief résiduel de surface d'aplanissement en Baïkalie. Cliché El Touchard, août 2010. La pierre du chaman, Skala Shamanka, émerge du rivage du lac Baïkal grâce à la résistance lithologique du marbre qui la compose, formant ainsi un relief résiduel s'élevant au-dessus d'un lambeau basculé de surface d'aplanissement. Offrant un paysage spectaculaire, elle a très tôt marqué les esprits de la population bouriate qui la considère comme sacrée et ceux des scientifiques. Le géologue Vladimir Obroutchev fut l'un des premiers à l'étudier scientifiquement. Sur l'île d'Oleron, Va. Obroutchev décrivit l'endroit de cette manière. Le cap présente un rocher à deux têtes composé de calcaire cristallin gris, regorgeant par endroits de paillettes de graphite. Konopakij, 1982, page 101 en russe. Les notes et les lettres non publiées d'Obroutchev montrent en effet son grand intérêt pour le graphite d'Oleron, Kouznekova, 2003. Plus récemment, le limnologue G. Galazi l'a décrit comme une pierre en forme de cône, composée de marbre et de calcaire dolomitisé. Galazij, 1988, page 280 en russe. Vema et ses collaborateurs, Mack et al., 1985, rappelant que le marbre arme fréquemment les reliefs résiduels de Baïkalie. Dans une seconde étape, dite néo-baïkalienne, du Pliocène moyen à aujourd'hui, les mouvements tectoniques deviennent violents accompagnés d'une forte sismicité. La surface d'aplanissement, déjà cassée et basculée, est violemment soulevée en plusieurs gradins Plezanov et Romazina, 1985. Les dénivellations atteignent plusieurs centaines de mètres. Les processus d'érosion arrachent aux épaules fortement exhaussées du rift, formés de blocs faillés et basculés, des éléments grossiers qui se déposent dans les grabens. Photo 10. Le massif de Langa, une amorce de relief appalachien. Cliché El Touchard, août 2006. La partie des monts Primorsky traversée par la rivière Anga montre une reprise de l'érosion différentielle due au rajeunissement tectonique provoqué par l'ouverture du rift baïkalien. La surface d'aplanissement est encore bien reconnaissable, mais les contrastes de résistance lithologique commencent à apparaître dans le paysage de barres redressées. Les quartzites sont manifestement mis en relief. Cette évolution paléogéographique, fondée sur des éléments géologiques,
a été en partie remise en question par des travaux paléolimnologiques, supposant la vie d'organismes d'eau profonde dès l'Oligocène, en particulier les mollusques de la famille des Baïcalidés, Popova, 1981. Le géologue V.D. Matt, 1993, a tenté de réconcilier les deux hypothèses, supposant des fossés d'effondrement déjà profonds à l'Oligocène avant l'exhaussement terminal des bourrelets du rift. Pendant toute la période de l'Oligocène à aujourd'hui, le régime tectonique dominant a été celui de la distension par des failles normales, passant au coulissage par des décrochements en direction du sud-ouest. Cependant, à l'intérieur de ce régime d'ouverture prédominant, des moments et des endroits ont connu des mouvements de soulèvement et de compression en faille inverse. Le géomorphologue Guennadi Oufintsev passa l'essentiel de sa carrière à comprendre cet épiphénomène d'inversion tectonique à l'intérieur du processus général, expliquant des formes en gradins et des fragments de surface basculés sur les bordures montagneuses du lac Baïkal, Oufintsev, 1991, Oufintsev et al., 2009. 1.1.2. Quelles sont les meilleures tables russes? Les parties affaissées des plateformes précambriennes, recouvertes de strates sédimentaires pouvant se succéder du primaire au tertiaire, forment ce que les Russes appellent des dalles, plitis, et les géomorphologues français classiques, notamment Pierre-Georges et Jean Tricard, des tables. Deux grandes tables, l'une en Europe, l'autre en Sibérie centrale, recouvrent pour part les cratons russes. La table russe, Russkaya Plita, occupe toute la portion de la plateforme d'Europe de l'Est ayant une couverture sédimentaire, s'étirant du 60e parallèle au nord au 46e au sud, de Saint-Pétersbourg à Astrakhan. Sur de telles distances, l'épaisseur de ce tchékol est très variée. Elle se réduit à peu de choses au niveau des antéclises, là où le socle est finalement proche de l'affleurement. C'est le cas de la région de Voronej, Voronejskaya Antéklisa. Au contraire, la couverture est épaisse de plusieurs kilomètres dans les synéclises, ce sont les 10 bassins de Moscou, de la Petchora, de la Baltique. Le maximum est atteint à l'extrême sud, dans la synéclise caspienne, Prikaspiskaya Synéklisa, pour 15 à 20 km de strates sédimentaires. Photo 11. Le centre de la table russe dans la région de Tambov. Cliché El Touchar, septembre 2014. La région de Tambov se trouve dans la plaine de l'Oka et du Don, Okskodonskaya Ravnina, partie déprimée de la table russe située entre le plateau central russe à l'ouest et les hauteurs de la Volga à l'est. La photo est prise à une vingtaine de kilomètres au SSO de la ville de Morchansk, à Mamontova-Poustine, sur un substrat crétacé. Certaines synéclises ont la forme particulière de sillons longs et étroits, limités par de vieilles failles, qui proviennent d'anciens rifts ayant été comblés de grandes épaisseurs de sédiments. Le géologue russe Nicolas Sergueïevitch Chatsky créa le néologisme d'holacogène pour les désigner, et ce terme a fait fortune à l'échelle internationale, utilisé désormais dans le monde entier pour caractériser des structures de ce type. L'holacogène éponyme est celui du Dniepr et de Donetsk, Satskij, 1964, aujourd'hui situé en Ukraine, dit aussi fosse du même nom, Dneprovsko-Donetski Progib. Sur le territoire de la Fédération de Russie également, la table russe compte quelques holacogènes, notamment celui de Pachelma, centré sur cette localité située à environ 160 km à l'ouest de Penza, qui sépare l'antéclise de Voronej à l'ouest de l'antéclise des hauteurs de la Volga à l'est, Valiv, 1978. Photo 12. Le nord de la table russe dans la région de Kurtna. Cliché El Touchar, mars 2013. La région de Kurtna se trouve à l'est de l'Estonie, à proximité de la frontière russe. Le substrat est ordovicien. Quelques bosquets et les engins d'extraction de la tourbe rompent les immensités neigeuses et soulignent d'autant mieux la platitude de l'horizon. Les paysages de la table russe sont constitués avant tout de vastes horizons plans, assez rarement entrecoupés de formes structurales. Pierre Biraud, 1970, page 118, voit 3 raisons à cette extrême monotonie du relief de la table russe. D'abord, les surfaces d'aplanissement ont eu le temps de niveler toutes les irrégularités. Ensuite, le rajeunissement tectonique avivant l'érosion différentielle est trop récent pour avoir déjà pu donner des résultats. Enfin, les formations superficielles glaciaires et périglaciaires très épaisses, des moraines aux nappes de l'Eus, ont protégé les affleurements de lithologie contrastée. Les rares formes structurales n'ont finalement pu se développer que dans 2 familles de cas.
Ce sont d'une part quelques escarpements de failles ou de lignes de failles, d'autre part un certain nombre de talus acclinaux ou monoclinaux. Photo 13. L'ancienneté des aplanissements de la table russe, dans les hauteurs de la Volga. Cliché El Touchard, août 2015. Le Kremlin de Nijni Novgorod, en haut à droite, clôt vers le nord les hauteurs de la Volga, Privoliskaya Vosvicheno. La surface d'aplanissement se développe depuis la fin du Permien, et a eu le temps de niveler tous les reliefs du plateau, contrastant avec la vallée de lignes de failles de la Volga qui le délimite, l'escarpement de lignes de failles étant gravi par les célèbres escaliers Tchekhalov. Les rares formes structurales n'ont finalement pu se développer que dans 2 familles de cas. Ce sont d'une part quelques escarpements de failles ou de lignes de failles, d'autre part un certain nombre de talus acclinaux ou monoclinaux. Les premiers pourront être étudiés plus loin, dans les parties consacrées aux formes d'échelle moyenne en structure cassante. Il suffit de dire ici, à petite échelle cartographique, que toute la bordure nord et ouest de la synéclise caspienne est formée d'une succession de flexures bien marquées, allant plus rarement jusqu'à la véritable faille. On suit donc le contour de la plaine caspienne, Prikaspiaskaya Nizmeno, comme un ensemble de talus se raccordant en plan de façon plus ou moins anguleuse entre eux. Ce sont les monts Ergueni à l'ouest, de direction méridienne, se poursuivant par l'extrême sud des hauteurs de la Volga, puis obliquant vers l'est-nord-est par l'Obtchi-Sirt qui domine le fleuve Oural jusqu'à Orenbourg. Plus au nord, au cœur de la table russe, un grand accident regardant vers le nord et la faille des Gigouli, Jiguliovski-Razlom, est à l'origine des monts Gigouli et de la célèbre boucle que décrit la Volga à Samara. Photo 14. L'empêchement du développement de formes d'érosion différentielle de la table russe par l'épaisseur de la couverture quaternaire. Cliché El Touchard, septembre 2014. La vaste tourbière estonienne de Viruraba, retenue derrière le barrage d'un os, est représentative des grandes épaisseurs de formations superficielles glaciaires et périglaciaires protégeant la table russe de l'érosion différentielle. Les talus dégagés par l'érosion différentielle dans les structures tectoniques acclinales et monoclinales de la table russe sont certes assez peu nombreux, mais sans doute moins qu'on ne l'écrit habituellement dans les manuels français, où le résumé en quelques lignes n'a que le temps de les niveler. On trouve des successions de tels plateaux armés de roches résistantes, talus taillés dans les binômes de strates dures et tendres, et plaines évidées dans les roches peu résistantes au nord-ouest de Moscou, dans les hauteurs de Valdaï, Valdaïskaya Vosvicheno, à l'ouest et au nord de Moscou, tout au long des hauteurs de Smolensk et Moscou, Smolensko-Moskovskaya Vosvicheno, et aussi dans un ruban allant du nord-est de Kostroma jusqu'au nord-est de Kirov, dans les dites collines septentrionales, Severnie-Ouvali, ainsi que beaucoup plus au sud, dans les hauteurs de la Volga, Privoliskaya Vosvicheno. Les géographes russes qualifient ces reliefs de naklonier-plastovier, Rakovskaya et Davidova 2001, page 235, répugnant à les appeler des cuestas, bien que le talus soit souvent taillé dans une structure sédimentaire concordante. Figure 9. Coupe géologique des fronts monoclinaux et de la boutonnière des collines du Don et de la Medveditsa. Dans plusieurs régions, ces talus monoclinaux sont dégagés dans les couches jurassiques et crétacées. C'est notamment le cas dans les hauteurs de Moscou, Wagner et Manukarjan 2003. C'est aussi le paysage différencié de plusieurs parties des hauteurs de la Volga, en particulier entre Saratov et Volgograd, dans la région de Kamytchaïn. Il culmine dans l'ondulation anticlinale des collines du Don et de la Medveditsa, Dono-Medveditskaya Griada, moulant une remontée du socle. À l'est, entre elle et la Volga, on trouve des fronts de cuesta tournés vers l'ouest. À l'ouest, entre les collines et la Medveditsa, les fronts regardent vers l'est, Karandiva 1957. Une boutonnière mal dégagée prend la place au centre. Si l'on fait une coupe d'ouest en est sur environ 80 km de largeur à la latitude de 50°30 nord, soit une quarantaine de kilomètres au nord de Kamytchaïn, on part juste au sud du coude de la rivière Medveditsa et on gravit la pente douce du revers armé des calcaires sénoniens de la fin du Crétacé. On descend ensuite brutalement le front de Cuesta, raide au sommet tant qu'il est taillé dans les calcaires sénoniens et juste en dessous, turoniens, puis qui s'adoucit à la base, dégagé dans les calcaires marneux et marno-calcaires sénomaniens. Mais la dépression orthoclinale ne s'épanouit vraiment que dans les sables albiens, élargie qu'elle est par les petits affluents de la rivière Bourlik. Au niveau du village de Bourlik,
La rivière principale du même nom perce d'ailleurs le front de Cuesta pour aller se jeter dans la Medveditsa. Si l'on reprend le trajet vers l'est, la dépression évidée dans les roches tendres de l'Albien conduit ensuite à un nouveau revers en pente vers l'ouest, armé de calcaire apsien, brusquement interrompu par un deuxième front de Cuesta regardant vers l'est, de profil assez rectiligne, car la couche basale, formée d'un ensemble hétéroclite néocomien dominé par les calcaires marneux, n'est pas très tendre. La dépression orthoclinale est accidentée et perd en de nombreux endroits ses allures de plaine, pour se conduire en un plateau défoncé par de petits cours d'eau qui atteignent localement les couches tendres du Calovien, en ayant traversé la discordance et la lacune du Jurassique supérieur. Cette région se termine par une fausse butte témoin dérivée, formant un ensemble collinéen allongé du nord au sud, le criage de Gousselka et Tetereviatka, dont le chapeau de calcaire marneux néocomien protège le Calovien. C'est à l'est de cette butte que s'épanouit vraiment la boutonnière, l'évidement de l'ondulation anticlinale ayant laissé place à une dépression armée dans les roches tendres du Jurassique moyen. Du fait d'un pendage plus incliné et d'un étirement des couches en flexure, le binôme de l'apsien résistant sur l'ensemble moins résistant du néocomien et du calovien ne donne qu'une amorce de front de Cuesta redressé en allant vers l'est. Le bray accidenté conduit finalement à un seul front de Cuesta, mais il s'agit du plus grand de la région, qui domine la rivière Ailovlia. De la base évidée dans les sables et marneaux calcaires albiens et cénomaniens, on gravit le milieu du talus dans les calcaires turoniens et sénoniens, puis le sommet dans les strates indurées de l'ère tertiaire, en particulier l'étage dit de Cizrane, correspondant à notre Tanétien. Il s'agit donc d'une fausse cuesta de grande taille, traversant la discordance paléocène. Au-delà, vers l'est, c'est le revers de cette fausse cuesta qui fait office de ligne de partage des eaux entre le Don et la Volga. Ce plateau est brutalement interrompu par la rive droite de vallée de la Volga, qui a taillé un grand versant regardant vers l'aval pendage. Figure 10 coupe géologique des fronts monoclinaux du nord-ouest de la table russe. En d'autres endroits de la table russe, par exemple dans les hauteurs de Valdaï, les strates datent uniquement de l'ère primaire. Il est vrai aussi que les formations quaternaires ont empâté et en partie fossilisé les reliefs monoclinaux, mais sans du tout les faire disparaître pour autant, d'autant que les fronts monoclinaux, qui formaient obstacle à l'avancée du glacier, ont plutôt provoqué un épaississement morainique à leur sommet. De fait, un très beau talus, Oustou, limite les hauteurs de Valdaï regardant vers le nord-ouest, c'est-à-dire vers l'amont pendage de couches qui plonge en direction du centre du bassin de Moscou. Nonobstant les dépôts superficiels, le sommet du talus est taillé dans les calcaires carbonifères, Sidorenko, 1971, page 29, la base dans les argiles et les sables du Dévonien supérieur. Ce front monoclinal conduit à la plaine d'Ilmen, Priilmenskaya Nizina, dont la partie sud-est est évidée dans les roches tendres, mais qui s'épanouit au nord-ouest dans des calcaires dévoniens. L'épaisseur des dépôts morainiques permet le passage des unes aux autres sans changement paysager, dans ce cœur historique de la Russie novgorodienne. Au nord-ouest, une ondulation anticlinale construit les hauteurs de Louga qui surmonte le grand revers armé de calcaire ordovicien, lequel se termine au sud-ouest de Saint-Pétersbourg par le plateau d'Ijor, dont les carrières de belles pierres de taille ont permis de construire l'ancienne capitale tsariste, Boula 2009. C'est le revers d'Ijor qui se termine par le Glint. Photo 15. Un palais de Saint-Pétersbourg construit en calcaire de Poudost. Cliché El Touchard, août 2003. La maison des savants, installée dans le palais du grand prince Vladimir Alexandrovitch, est bâtie en pierre de taille provenant du revers armé de calcaire ordovicien dominant le glint de Saint-Pétersbourg, le plateau d'Ijor. Le glint de la Baltique et du Ladoga, Baltiasko-Ladoïski Oustou, qui domine Saint-Pétersbourg et se poursuit à l'ouest en Estonie, n'est rien d'autre que le dernier de ces talus monoclinaux, le plus septentrional d'entre eux. À grande échelle cartographique, il fait partie intégrante de la table russe, puisque son sommet est armé par les calcaires ordoviciens et sa base est vidée dans les grès cambriens. La dénivellation va de 15 à 95 mètres selon les endroits, Malachowski et Greiser, 1987. C'est d'ailleurs grâce à elle que les fontaines des jardins du palais de Peterhof sont alimentées avec suffisamment de pression. Cependant, le contraste de résistance du binôme de roches dures et tendres n'est pas très accentué, si bien que le paysage le plus commun est celui d'une pente assez douce, Pologiscat, sauf en deux types d'endroits.
d'une part là où il correspond au littoral de la mer Baltique qui le sculpte en falaise vive, cas le plus fréquent en Estonie, d'autre part là où il est franchi par des cours d'eau qui le modèlent en rapide ou en cascade. Figure 11 carte du glint russe. À petite échelle cartographique, en revanche, le glint est une forme de contact entre bouclier et table, car la concavité basale du talus conduit assez rapidement au socle précambrien où s'épanouit vraiment la fausse dépression périphérique, confère infra, pp 86 et SQ. Photo 16 la dénivellation du glint et l'alimentation des fontaines de Peterhof. Cliché L. Touchard, août 2003. Le palais impérial de Peterhof possède plus d'une centaine de fontaines fonctionnant sans pompage. Elles sont alimentées grâce à la dénivellation du glint de Saint-Pétersbourg. Photo 17 le binôme des calcaires ordoviciens et des grès cambriens du glint. Cliché L. Touchard, mars 2013. En Estonie, le glint coïncide avec le littoral de la Baltique et se trouve modelé en falaise vive ou, comme ici, à 45 km à l'ouest de la frontière russe, aux chutes de Valast, en falaise morte. Au sud, à gauche, sous la neige, les calcaires ordoviciens de grande résistance arment le raide sommet du glint, tandis que la pente douce du talus s'épanouit dans les grès cambriens passant sous la mer, au nord à droite, au socle précambrien. Photo 18 le glint modelé en chute. Cliché L. Touchard, septembre 2014. À grande échelle cartographique, le glint est modelé différemment par le ruissellement et les cours d'eau. Ici, à Yegala, le fleuve côtier provoque un recul plus fort au centre que sur les côtés. On aperçoit au fond la structure acclinale et les dalles de calcaire ordovicien détachées et éboulées. Photo 19 la butte témoin de glint de Tompea. Cliché L. Touchard, septembre 2014. En avant du glint estonien, une butte témoin a été mise à profit pour le site historique défensif de la ville haute de Tallinn, Tompea. Les fortifications prennent appui sur les calcaires ordoviciens et les surélèvent. Outre la table russe, le pays compte un second ensemble dans lequel le socle précambrien est enfoui sous de grandes épaisseurs de roches sédimentaires. La table de Sibérie centrale, ou table de la Léna et de l'Ienisseï, Leno-Yenisseïskaya Plita, dite dalle volcano-sédimentaire de l'Angara par Erkok, 1977, page 67, et toute la partie de la plateforme sibérienne ayant une couverture sédimentaire. Sur le plan orographique, il s'agit de l'essentiel du plateau de Sibérie centrale, Sredné-Sibirskoye Ploskogorie. La couverture atteint son maximum d'épaisseur, soit environ 12 km, dans la synéclise du Viliouï, et encore quelques 8 km dans celle de la Tunguska. La grande différence avec la table russe est que la dalle de Sibérie centrale compte une couverture sédimentaire où se sont interstratifiés sur de vastes espaces un ensemble de trappes, de puissantes couches laviques permo-triasiques et des filons couches, plastoviers intrusi. Les principaux talus monoclinaux ou acclinaux sont dus à la résistance de ces trappes. Photo 20 les horizons plans de la table de Sibérie centrale. Cliché L. Touchard, juillet 2008. La grande route d'Irkoutsk à Yakoutsk. Le tract Yakout traverse la table de Sibérie centrale du sud-ouest vers le nord-est. Les vastes horizons plans sont soulignés par le caractère rectiligne de la chaussée. Ici, à l'ouest de Bayandaï, les strates jurassiques reposent en discordance sur le cambrien. Photo 21 la richesse en diamants de la table de Sibérie centrale. Cliché L. Touchard, août 2010. Grâce aux brèches d'explosion volcanique qui rompent la stratification de la table de Sibérie centrale, la Yakoutie possède de grands gisements de diamants. Cette bijouterie d'Irkoutsk s'est fait une spécialité du diamant yakoute. Ce sont aussi les intercalations volcaniques, sous forme de sills, de dikes et surtout, de brèches d'explosion remplissant d'anciennes cheminées qui font la richesse en diamants de la table de Sibérie centrale, en particulier dans le bassin du Viliouï, Vogët, 1958. Il en est ainsi de la célèbre cheminée volcanique de la Paix, Troubka Mir, qui, par son paysage impressionnant d'immenses mines à ciel ouvert, représentait le symbole de l'exploitation du diamant à l'époque soviétique, Archive et Al, 1998. 1.1.3. La serveuse de plat à la jupe plissée, ou les massifs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.